La communauté scientifique s'entend sur une chose. Pour devenir un bon chercheur, il faut être curieux. Le Saint-Laurent est un écosystème complexe et diversifié, et l'envie de vouloir comprendre son fonctionnement est à la base même de la fondation de l'ISMER. De plus, c'est en interagissant avec les différents acteurs de la communauté que l'on parvient à transmettre ces connaissances scientifiques vers la population générale et ainsi sensibiliser les gens à la beauté du fleuve, mais aussi à sa grande fragilité. La qualité principale d'un bon chercheur, je te dirais que ça prend quelqu'un qui est curieux. À la base, c'est pour ça qu'on fait notre travail, c'est parce qu'on veut comprendre ce qui se passe autour de nous. Dans le cas du milieu de l'océanographie, on veut comprendre l'océan. Donc, c'est pour plusieurs chercheurs, plusieurs étudiants, c'est un milieu qui est fascinant. C'est un milieu qu'il faut absolument comprendre quand on le place dans les grands enjeux, dans les grands contextes des changements climatiques, par exemple. Il y a 70 de la Terre qui est recouvert d'eau. C'est une biodiversité qui est exceptionnellement riche. Au large de chez nous, devant Rimouski, la biodiversité, par exemple, en mammifères marins, est une des plus riches qu'on peut retrouver là, au Canada et même au monde. Donc, on a vraiment beaucoup d'espèces différentes. Donc, il faut comprendre notre milieu marin. Le Saint-Laurent, j'ai l'impression qu'on le prend pour acquis, puis d'aller le connaître, d'aller l'étudier, bien, ça nous permet après ça de se retourner vers le grand public, puis d'expliquer comment ça fonctionne, puis d'expliquer pourquoi il ne faut pas le prendre pour acquis aussi. D'expliquer que c'est un ensemble de mécanismes qui sont fragiles, qu'il suffit de claquer des doigts, puis on a débalancé un écosystème, puis là, bien, l'écosystème, il ne nous sert plus de la manière dont il nous servait auparavant, tu sais. Puis ça se répare pas aussi facilement qu'une auto, un écosystème. Tu sais, c'est complexe, c'est long, il y a beaucoup de processus, puis il manque beaucoup de connaissances à aller chercher. Puis je pense que ça nous permet d'être humbles aussi devant la nature. Parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau, puis on se rend compte que bien, plus on en sait, plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on n'en sait pas grand-chose. Tu sais. Puis c'est pour ça que c'est important de valoriser la science, parce que ça n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais ça nous permet de comprendre mieux ce qui nous entoure. Un naturaliste, un scientifique de type naturaliste qui découvre la nature, finalement, c'est ça qu'il doit avoir. Il doit avoir un peu d'émerveillement de son enfance là, qui revient. Puis je sais que dans notre société où on est très sur nos tablettes, puis nos ordinateurs, puis nos iPhones dès le matin, moi-même les enfants, là, je suis obligée de les sortir puis de leur dire regarde ce qui t'entoure, regarde comme c'est beau, regarde comme on est chanceux. Mais ça, il faut le préserver, ça n'a pas de prix. Puis quand on voyage à travers le monde, puis qu'on revient chez nous, puis qu'on voit comme c'est beau, puis je pense que c'est là qu'on est encore plus enclin à mieux comprendre, puis à mieux transférer, partager ces connaissances-là pour que tout le monde comprenne la chance qu'on a et la chance d'avoir ce type d'écosystème-là en face de nous. C'est des écosystèmes qui ont mis des milliers, centaines de milliers d'années à se mettre en place. Notre paysage qu'on voit, c'est le résultat de passages de glaciers et ainsi de suite. Puis c'est ça qu'il faut qu'on voit quand on voit le Saint-Laurent. Pareil, quand on va dans le nord, là, on est juste au bout de la ligne, nous, là. On reçoit vraiment énormément de processus naturels. Puis c'est ces processus-là naturels qui ont lieu dans le milieu aquatique qui, moi, me passionnent. Les gens qui ont la chance d'habiter sur le bord du fleuve, là, je pense qu'il faut qu'ils apprennent à le regarder d'une manière bienveillante et à peut-être se détacher un peu de l'histoire, de la culture qui voyait le fleuve comme quelque chose d'extrêmement hostile. Le fleuve, c'est très beau. Il y a une vraie valeur esthétique, mais il y a une vraie valeur, je pense qu'il faut se rappeler de la culture, mais très loin aussi. C'est par là que tout est arrivé. Donc, moi, je les inviterais à avoir un œil bienveillant là-dessus, à vouloir le comprendre pour pouvoir mieux le protéger aussi, parce que c'est une artère centrale commerciale, c'est une artère qui relie la côte sud et la côte nord. Donc je pense que c'est ça. Moi, je les inviterais à aller se promener, à regarder ce qu'il y a sous leurs pieds, puis à regarder l'horizon pour voir le fleuve dans son ensemble.
Si la curiosité est une qualité essentielle pour embrasser une carrière scientifique, la passion pour l'océanographie est souvent la somme de plusieurs parties. Avec des cheminements variés où les expériences menées sur le terrain s'entremêlent aux souvenirs d'enfance reliés au Saint-Laurent, à la mer ou à l'eau, il n'est pas rare d'entendre les chercheurs qui œuvrent à l'ISMER parler de véritables déclics. Chose certaine, l'amour de la nature, de ses paysages extraordinaires et le désir d'expliquer le monde qui nous entoure sont des fondations solides pour les scientifiques de toutes les générations. Moi, je suis originaire de Saint-Donat-de-Rimouski, donc c'est pas loin. Et je crois que la découverte de la mer vient de ces voyages au printemps avec mon père pour aller aux clames. On allait à Sainte-Luce pour ramasser les fameuses clames très tôt au printemps, au mois d'avril. Puis c'est là, au fond, que je voyais la mer et je voyais le fleuve en même temps que mes frères et sœurs, qu'on allait en famille ramasser les clames. Et cette histoire-là est toujours restée un peu dans ma tête. J'ai fait toutes mes études à Rimouski. Quand l'Université du Québec à Rimouski a pris forme dans les années 70, ben j'y étais. Et j'étais chimiste dans l'âme, donc j'ai d'abord fait un bac de chimie à Rimouski. Puis au moment où mon bac de chimie finissait, la maîtrise en océanographie s'ouvrait. Il y avait comme un heureux hasard qui a fait en sorte que j'ai poursuivi en océanographie. Et là, j'ai pu aller en mer, aller sur les bateaux, me faire plaisir, aller échantillonner. J'ai particulièrement adoré la toute première mission, je me souviens, dans le Saguenay, l'automne. C'était absolument merveilleux et ça donnait vraiment envie de travailler sur la mer. Donc tout ça a progressé au cours des années. Après la maîtrise, je suis allé à Montréal, j'ai migré sans savoir si j'allais revenir vers l'Université McGill avec un doctorat en chimie. Puis le hasard a fait, encore une fois, qu'à la fin de mon doctorat là-bas, il y a eu un emploi qui s'est ouvert ici à Rimouski, que j'ai obtenu. Donc, à partir de 1983, ça fait déjà de nombreuses années, je suis revenu travailler à Rimouski et c'est certain que je retourne à nulle part d'autre qu'à Rimouski. Donc, je reste ici. Moi, je suis un enfant de la balle, je suis un enfant de la région. Je viens de Saint-Lambert-de-Lauzon, petit village qui grossit sur la rive sud de Québec. Pour moi, le fleuve Saint-Laurent, c'était quelque chose que je traversais pour aller à l'école secondaire à Rochebelle. Donc, évidemment, un peu difficile à cause du trafic. Et puis, j'ai d'abord étudié l'optique dans un laboratoire d'optique de l'Université Laval. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi. Puis, à l'époque, donc à la fin de ma maîtrise, j'avais envie de me retourner vers les sciences environnementales. Et c'est là que j'ai débuté un doctorat en océanographie. Je n'avais jamais fait de modélisation avant, puis c'est là que j'ai appris des choses, donc on peut apprendre à tous les niveaux. Et je me suis intéressé à l'Arctique, donc à une zone particulière en plus, donc la banquise, et la zone de ce qu'on appelle la Polynie des eaux du Nord. En groenlandais, elle porte le nom de Pikialasorsuaq, qui veut dire le grand upwelling, la grande résurgence, l'endroit où il y a de la vie qui se maintient à l'année longue. Là. Il y a une convergence de mammifères marins, d'oiseaux, parce que les conditions physiques et chimiques de l'eau sont favorables à l'éclosion de phytoplancton. Donc, je me suis intéressé à ça et ça m'a vraiment happé. L'Arctique, la richesse des phénomènes aussi qui s'y déroulent. Il y a suffisamment de questions là pour occuper un chercheur toute une carrière. Et donc c'est vraiment assez tard dans ma vie que que l'océan m'a frappé, l'océan polaire, le froid m'a frappé, mais en même temps, ça résonne énormément avec les hivers québécois, avec la relation que j'entretenais aussi avec la nature. Donc, plutôt dans ma jeunesse, un contact avec la forêt, l'hiver, la neige, etc., que j'ai retrouvé en venant à Rimouski, justement, au bord de cet estuaire qui est couvert de glace l'hiver. Bien, je me suis rendu compte qu'on vit une grosse partie de ce qu'est l'Arctique ici. Et c'est là que je me suis mis à étudier cette banquise-là ici, tout en pensant à l'Arctique, l'Antarctique, qu'est-ce qui se passe, comment se comporte la banquise dans le monde, peu importe où elle est, en regardant les processus qui l'affectent ici à Rimouski. Donc, c'est là où on a commencé à utiliser le canot à glace. Et là, bien, on vit les éléments, on est sur les éléments, on marche dessus. Et voilà, donc c'est un peu le lien avec la nature que j'entretenais quand j'étais jeune en forêt avec la neige et la forêt.
là, je le retrouve mais avec la mer, qui est extrêmement riche et nourrissante, en fait, intellectuellement. On associe parfois science avec laboratoire, avec instrumentation, avec grands frais, grandes campagnes, etc., qui paraissent toutes inaccessibles, mais on peut aborder la science ou aborder le monde qui nous entoure d'abord par un questionnement et de l'imagination, en gros. Et ensuite, on met ça en relation avec ce que savent ou ce que pensent ou ce qu'imaginent nos pairs, nos collègues, et on discute. Basé évidemment sur la logique, etc. Donc, et en employant de plus en plus de méthodes d'abstraction, les mathématiques, la physique, toutes les sciences nous donnent des outils pour appréhender ce monde-là, être capable de plus facilement l'abstraire. Et c'est là, je pense, le message le plus important, que la science est accessible à tous. Ancré à Rimouski depuis plus de 20 ans, l'ISMER poursuit son chemin et crée de nombreux partenariats avec la communauté. La proximité avec le fleuve Saint-Laurent et le pôle créé en collaboration avec les différents organismes issus du milieu maritime en font un lieu de prédilection pour la science en général et l'océanographie en particulier. Ce fleuve majestueux qui devient estuaire, puis golfe et qui nous fascine. Et que grâce à la recherche scientifique, nous parvenons à mieux comprendre et à mieux protéger. Le fait d'être à Rimouski, déjà, ça nous met dans un environnement maritime, avec effectivement plusieurs autres organismes concentrés ici. Donc, ça fait vraiment une force de gens qui sont capables de collaborer ensemble, de prendre des projets. Mais c'est des gens qui vivent dans le milieu, donc qui ont à cœur aussi de faire que ce milieu-là, il évolue bien. Ce qui ne serait peut-être pas le cas si notre institut était à Montréal, par exemple. On verrait le fleuve un peu différemment. Là, on est ici, on en profite tous, on le vit tous, et on a tous envie que tout aille bien pour tout le monde, de faire en sorte que les plaisanciers ils puissent continuer à bénéficier du fleuve, que les industriels avec qui on travaille, qui vivent aussi en région, continuent à faire leur industrie sans avoir trop d'impact négatif parce que justement, il y aurait des législations. Puis je pense qu'il y a une culture, la station aquicole, elle est ancrée à Pointe-au-Père, elle est sur le site maritime. On voit que ça fait partie de la névralgie du milieu, ça fait partie de l'identité de nos régions. Et ça fait partie aussi de l'identité des gens qui sont à l'ISMER, qui ne sont pas tous originaires de la région comme moi, loin de là, on n'est pas nombreux à être originaires de la région, mais c'est une région à laquelle on tient, puis à laquelle on est tous ancrés, puis qu'on tient à défendre et à valoriser. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance du fait que ces instituts-là soient directement au bord du fleuve, ça crée vraiment un maillage d'appartenance avec les communautés qui vivent autour de ce fleuve-là. Et c'est aussi le but de faire voyager ce qu'on fait vers le grand public. C'est ça aussi, c'est que le retour est important, d'avoir la vision des gens sur qu'est-ce qu'ils veulent pour leur fleuve. C'est aussi important pour les scientifiques dans un retour d'information. Objectif Saint-Laurent. L'objectif, c'est justement qu'est-ce qu'on regarde à travers la lorgnette? Qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va regarder à l'objectif du microscope? Est-ce qu'on va le regarder du télescope? Est-ce qu'on va le regarder aux jumelles? Mais notre objectif, ça reste le Saint-Laurent, puis il faut que ça le reste. Il ne faut pas que ce soit juste une entité d'eau qui s'écoule au large de Rimouski, puis qui passe par la Côte-Nord, la Gaspésie. C'est une identité. Moi, je pense que le Saint-Laurent, ça doit redemeurer une identité pour beaucoup de Québécois et Québécoises. Donc moi, ça, c'est vraiment le but que j'aimerais effectivement de ces capsules qu'on fait aujourd'hui. C'est de dire, il faut créer ce maillage-là avec le grand public et j'espère qu'on arrivera à le faire.